Alors ceux qui veulent être des intermédiaires entre la Russie et les États-Unis doivent comprendre que ça ne sert à rien. Et pour la résolution de toutes ces questions de grande actualité, en particulier la question ukrainienne, il est important de relever le degré de confiance dans les relations entre la Russie et les États-Unis, parce que justement l'objectif de cette discussion était de relever ce niveau de confiance entre la Russie et les États-Unis. En ce qui concerne les autres acteurs, la Russie n'a jamais refusé à établir des contacts. La Russie n'a jamais refusé de participer à des discussions. Jamais. Je dirais que nos partenaires, on peut les appeler comme ça, ont refusé de discuter avec la Russie sur le continent européen. La partie ukrainienne s'est elle-même interdite de parler, de discuter avec la Russie après les négociations d'Istanbul. Nous n'imposons rien, nous sommes prêts, je l'ai dit, s'ils veulent discuter, nous sommes ouverts et nous sommes prêts à revenir à la table des discussions. Dans cette vidéo, Vladimir Poutine a qualifié de positifs les résultats des discussions entre la Russie et les États-Unis. Un des points clés de cet échange a été la décision de doubler les effectifs diplomatiques, marquant ainsi une volonté de normalisation des relations bilatérales. Les discussions ont couvert plusieurs sujets majeurs. Le Proche-Orient, incluant la Syrie et le conflit israélo-palestinien. L'Ukraine, un dossier crucial nécessitant une amélioration du niveau de confiance entre Moscou et Washington. L'économie et l'énergie, avec une coopération sur le marché énergétique mondial. L'espace, où malgré les tensions, la collaboration russo-américaine se poursuit via la Station spatiale internationale. Poutine a souligné que la Russie reste ouverte au dialogue, mais critique l'attitude des Européens, jugés trop interventionnistes et cherchant à s'immiscer dans des discussions strictement russo-américaines. Sur le conflit en Ukraine, il a mentionné que les États-Unis restent impliqués avec leurs alliés, et que les négociations pourraient inclure un nouveau traité sur les missiles à portée intermédiaire, dont l'actuel accord expirera en 2026. Il a aussi évoqué Donald Trump, notant que la Russie n'est pas intervenue dans les élections américaines, contrairement à l'attitude des dirigeants européens lors de la dernière campagne. Il a loué la retenue de Trump envers des alliés européens qu'il avait pourtant insultés. Enfin, il a abordé les attaques de drones sur des infrastructures énergétiques, soulignant que l'Ukraine ne pouvait pas mener ses frappes seule, sous-entendant une coordination avec des acteurs occidentaux. Il a critiqué les sanctions européennes qui empêchent la réparation de certaines infrastructures endommagées. Poutine conclut en affirmant que la Russie est prête à discuter avec toutes les parties concernées, mais insiste sur la nécessité d'une préparation sérieuse avant toute rencontre avec les États-Unis, notamment sur la question ukrainienne. Écoutons ensemble l'ensemble de son intervention. C'est positif et la première chose que je voudrais dire, c'est que nous nous sommes mis d'accord sur la reprise d'un travail normal de nos relations au niveau, avec un doublement des effectifs de diplomates. Et si ça continue de cette façon, parce que sinon on en serait arrivé avec seulement les femmes de ménage qui travaillent dans ces bâtiments. Or, c'est pas pour ça que sont créées des missions diplomatiques. Ça, c'est la première chose. Donc, nous avons fait le premier pas pour la reprise du travail sur différentes orientations. C'est le Proche-Orient dans ce sens le plus large, où nous avons toujours nos troupes en Syrie. Il y a le règlement du conflit israélo-palestinien et il y a beaucoup d'autres questions dont la résolution dépend à la fois des États-Unis et de la Fédération de Russie. Et évidemment, nous accordons une grande attention à la question ukrainienne aussi. Mais il y a aussi d'autres questions d'ordre économique, par exemple, notre interaction sur le plan du marché énergétique mondial. Et dans l'ensemble, il y a évidemment l'espace, oui, mais malgré
tous les problèmes des 3 années passées. Nous avons toujours un travail qui se poursuit en matière spatiale sur la Station spatiale internationale. Il y a des cosmonautes russes, il y a des cosmonautes américains qui travaillent ensemble. Et les perspectives sont bonnes. Donc tout ça a fait l'objet des discussions à la réunion qui s'est tenue à Riyad. Et puis, excusez-moi, mais j'ai compris que cette discussion était tout à fait positive et nos participants ont dit que de la part des Américains, il y avait des personnes tout à fait différentes, ouvertes à la discussion, sans a priori, sans condamnation de telle ou telle chose qui relève du passé. Et donc, l'essentiel, c'est qu'il y a une volonté de travail. Les Européens, eux, sont complètement excités. Ils voudraient tous avoir voix au chapitre pour s'exprimer là-dessus. Oui, voix au chapitre, pourquoi? Je viens de le dire. L'objectif et la teneur dans les discussions étaient essentiellement les relations russo-américaines. Alors ceux qui veulent être des intermédiaires entre la Russie et les États-Unis doivent comprendre que ça ne sert à rien. Et pour la résolution de toutes ces questions de grande actualité, en particulier la question ukrainienne, il est important de relever le degré de confiance dans les relations entre la Russie et les États-Unis, parce que justement l'objectif de cette discussion était de relever ce niveau de confiance entre la Russie et les États-Unis. En ce qui concerne les autres acteurs, la Russie n'a jamais refusé à établir des contacts. La Russie n'a jamais refusé de participer à des discussions. Jamais. Je dirais que nos partenaires, on peut les appeler comme ça, ont refusé de discuter avec la Russie sur le continent européen. La partie ukrainienne s'est elle-même interdite de parler, de discuter avec la Russie après les négociations d'Istanbul. Nous n'imposons rien, nous sommes prêts, je l'ai dit, s'ils veulent discuter, nous sommes ouverts et nous sommes prêts à revenir à la table des discussions. En ce qui concerne les relations euro-atlantiques, nous ne pratiquons pas l'ingérence, nous ne spéculons pas sur toutes les questions qui se posent entre les États-Unis et leurs alliés, mais si on parle de ces alliés, ils sont eux-mêmes coupables de ce qui se produit aujourd'hui. Trump avait été accusé d'avoir des relations particulières avec la Russie et que la Russie s'était mêlée des élections américaines lors de son mandat précédent. Donc, ils avaient créé une équipe pour ça. Il a été traîné devant les tribunaux. Ils avaient mis en place une commission au Sénat américain qui n'a finalement rien confirmé. Donc, il n'y a rien eu. Et vous avez vu, lors de la dernière campagne électorale, tous les dirigeants européens ont pratiqué l'ingérence directe dans le processus électoral américain, même en lançant des insultes à l'égard d'un des candidats de notre côté. Évidemment, nous comprenions pour qui nous avions plutôt une sympathie, mais en tout cas, on ne se permettait pas, nous, la Russie, d'intervenir ou de faire des déclarations humiliantes vis-à-vis d'un des candidats. On ne l'avait pas fait. Eux, ils l'ont fait. Et donc, honnêtement, je m'étonne de voir la retenue du nouveau président américain Trump à l'égard de ses alliés qui se sont permis de se comporter comme des mufles vis-à-vis de lui. Donc lui, il se comporte de façon, je dirais, élégante. Mais si on parle du règlement ukrainien, les États-Unis travaillent. On voit tout de suite, ils travaillent avec leurs alliés. Donc nous avons M. Kellogg, par exemple, qui est présent à Kiev aujourd'hui.
Il y a eu des rencontres avec les Américains. Maintenant, il y a le président français qui veut aller à Washington, le Premier ministre britannique. Donc, il n'y a pas de discussion fermée. Donc, nous avons une question qui se pose. C'est comment poursuivre le traité sur les missiles à portée intermédiaire. Et dans un an, en février 2026, le traité sur la limitation de ces armes arrivera à expiration. Donc, qui veut être intermédiaire entre la Russie et les États-Unis sur ces discussions? Personne, je pense. Donc, ici, en ce qui concerne le processus de discussion, lors de la discussion téléphonique que j'ai eue avec le président Trump, nous avons dit clairement, bien évidemment, les États-Unis, s'ils sont d'accord, il y aura donc des discussions, peut-être à propos de la Russie, à propos de l'Ukraine aussi. Et donc, il n'y a pas de raison de réagir de façon aussi extrême aux discussions russo-américaines. Oui, nous voyons ce qui se produit et de notre côté, sans aucun doute, nous informerons nos amis dans le cadre des BRICS. Nous savons leur intérêt au règlement des relations entre la Russie et l'Ukraine, le règlement de cette crise, la fin des combats. Nous respectons leurs propositions et très prochainement, nous les informerons des résultats des discussions russo-américaines. Tous les jours. Vous savez, il faut se préparer. Moi, je serais prêt à rencontrer Donald Trump. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. On n'a pas de relation particulièrement proche, mais ces dernières années, les 4 dernières années, il y avait des discussions sur les relations entre nos États avec le président américain et on voit dans la nature de notre discussion téléphonique avec le président Trump qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant de se voir pour prendre une tasse de thé ensemble. Et si on veut réfléchir à l'avenir, il faut parvenir, il faut faire en sorte que nos équipes préparent de façon détaillée toutes ces questions sur le plan de nos relations bilatérales, mais aussi sur le plan de la question de l'Ukraine, pour trouver une solution qui soit acceptable pour les deux parties. Donc évidemment, c'est complexe, j'en ai déjà parlé. Quand M. Trump était candidat, il parlait déjà des délais très brefs de règlement du conflit ukrainien. Après, il a eu des informations une fois élu. Il a eu des informations de services secrets, etc. Il a un peu modifié sa position. Il a compris que ça prendrait plus de temps, 6 mois peut-être. On ne va pas parler des délais aujourd'hui, mais c'est tout à fait naturel. Il n'y a rien de particulier ici. Mais il a commencé à recevoir des informations précises. Et ces informations lui sont délivrées. Donc combien de temps il faudra ? On ne le sait pas. Nous avons la volonté d'organiser une telle rencontre, c'est clair. Mais je le répète encore une fois, il faut se préparer pour que nous puissions travailler de façon concrète. Et il y a évidemment beaucoup, je l'ai dit, mais il y a beaucoup d'orientation dans notre coopération. Il y a la stabilité, il y a le Proche-Orient, il y a la coopération dans le domaine économique, dans le domaine énergétique. Et je me souviens de nos discussions au téléphone. Votre humble serviteur, le président Trump et le roi d'Arabie Saoudite. Nous avions parlé au téléphone du marché énergétique. Ces questions elles sont toujours nécessaires. On a besoin de s'entretenir aujourd'hui. Et je tiens à remercier les autorités saoudiennes, et en particulier le prince héritier, d'avoir non seulement fourni une plateforme de discussion accueillante pour cette discussion entre les délégations américaines et russes, mais aussi il a mis en place une atmosphère tout à fait positive. Et donc moi j'étais
en déplacement à Saint-Pétersbourg ailleurs, mais en tout cas, je vais l'appeler, le prince héritier, pour le remercier personnellement pour sa coopération. S'agissant des négociations, qu'est-ce que vous pensez? Vous savez, les correspondants militaires, vos collègues, sont informés, ils sont courageux et ils remplissent leur tâche de manière héroïque. Ils le font de façon professionnelle, les civils se comportent de façon objective avec la Russie, etc. Donc, et ils ont tous les échanges d'informations. J'ai reçu les informations il y a 1 heure. Je sais que cette nuit, la 76e brigade a passé la frontière de la Russie. Et donc nos troupes attaquent sur l'ensemble du front. S'agissant des relations politiques entre la Russie et le processus, je comprends. Je ne sais pas, mais très difficile de donner une appréciation. Mais ce qui s'est passé, on peut l'expliquer. Ici, il y a beaucoup de questions qui se posent et il est très difficile d'y répondre tout de suite. D'abord, tout ça a été inattendu, mais d'une manière ou d'une autre, cela ne peut pas se faire sans observation par satellite. Et l'observation par satellite, pour les objets de frappe, eh bien, cela, ils n'ont pu le faire qu'avec leurs alliés occidentaux. Alors, qui concrètement a dit quoi et a donné quelle information sur tel ou tel site, que ce soit les consortiums pétroliers ou autres, je ne peux pas le dire. Mais je peux dire que l'armée ukrainienne, je peux dire qu'elle ne peut pas, elle n'a pas les possibilités en matière satellitaire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur ces sites, il n'y a toujours pas de moyens antiaériens. Et c'est normal, puisque nous n'aurions jamais pensé qu'ils pouvaient être frappés. Ce ne sont pas des objets russes, mais ce sont des infrastructures énergétiques internationales. Pour ce qui est donc il y a le gazoduc de la mer Caspienne et des éléments donc européens, mais l'argent que nous recevons est minime, donc il n'y a pas ça n'a pas de sens d'un point de vue économique. Par contre, c'est préjudiciable à nos partenaires du Kazakhstan et qui travaillent au Kazakhstan. Et le pétrole qui se trouve, qui est extrait là, donc, eh bien, c'est la propriété des entreprises qui l'extraient, des entreprises américaines, européennes, et par conséquent, c'est un volume particulier sur le marché, mais très peu important. Et donc, il y a eu 6 drones, mais tout ceci, bien sûr, aura des répercussions, parce que malheureusement, nous n'avons pas pu arrêter ces drones. Et nous n'avons pas pu les arrêter parce que il y avait des équipements occidentaux qui ont été endommagés
Ce qui me fait dire que les Européens ont prolongé les sanctions et aujourd'hui il s'agit de quoi? Eh bien il s'agit de l'impossibilité de livrer et d'extraire du pétrole et du gaz. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les Ukrainiens ont frappé et 2 jours après les Européens ont dit qu'il ne sera pas possible de réparer cette station parce que parce qu'il y a une partie de l'équipement qui est de la marque Siemens. Alors, donc, bien sûr, si nous regardons les choses de façon formelle, eh bien, il s'agit d'actions coordonnées. Je pense que en tout cas, les choses se font un peu par hasard. D'un côté, les Européens ont leur agenda, d'autres ont un autre agenda. Mais je ne comprends pas pour qui c'est utile. Parce que les consommateurs de ces ressources, que ce soit les entreprises européennes, eh bien, seront peu touchés. Donc, l'administration américaine a dit à plusieurs reprises qu'elle ferait tout pour stabiliser, voire pour faire baisser les prix. Et bien sûr, ceci contrevient et contredit les objectifs qui ont été fixés. Donc, je sais que hier, le consortium s'est réuni pour répondre aux questions et pour décider de ce qui allait devoir être fait plus tard. C'est un problème pour les investisseurs étrangers. Merci. Merci. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'Europe a joué un rôle ambigu, oscillant entre soutien militaire à Kiev et absence d'initiatives concrètes pour la paix. Dans sa réponse, Vladimir Poutine met en lumière un fait qui mérite réflexion: l'Europe a perdu son indépendance stratégique et son poids réel dans les négociations internationales. Cette situation n'est pas nouvelle, elle s'est aggravée au fil des années, en grande partie à cause de la dépendance économique et militaire des pays européens vis-à-vis des États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi rappeler que l'Europe avait une chance réelle de mettre fin à ce conflit bien avant qu'il ne dégénère en guerre totale. En 2019, par exemple, lors des discussions de Minsk, les pays européens avaient une opportunité unique de s'imposer comme médiateurs de paix. Pourtant, au lieu de favoriser un compromis durable entre Kiev et Moscou, ils ont préféré suivre aveuglément les orientations américaines, renforçant ainsi les tensions. Cette tendance s'est confirmée en 2022, lorsque la Russie et l'Ukraine avaient entamé des pourparlers à Istanbul. Ces négociations avaient montré des signes encourageants, mais l'Europe, au lieu de soutenir cet effort, a choisi de durcir sa position en fournissant des armes à l'Ukraine et en imposant des sanctions à la Russie. Ces décisions ont clairement montré une volonté d'alimenter le conflit plutôt que de le résoudre. Mais pourquoi cette approche? Tout simplement parce que l'Europe ne fait plus preuve de leadership. Comme Poutine le souligne, elle est devenue spectatrice, subordonnée aux choix stratégiques des États-Unis. La guerre en Ukraine est un exemple criant de cette réalité. Les leaders européens, plutôt que de penser à leurs propres intérêts ou à ceux de leur population, ont adopté une posture belliciste, encourageant Kiev à poursuivre une guerre coûteuse, tant sur le plan humain qu'économique. Ce choix a des conséquences dramatiques, des milliers de morts supplémentaires, une économie ukrainienne en ruine, et une Europe qui s'enfonce dans une crise énergétique et économique. Poutine a également raison de rappeler que la Russie n'a jamais fermé la porte aux négociations. Ce sont les Européens et les Ukrainiens qui, sous pression américaine, ont abandonné le dialogue. En témoigne la décision de Kiev d'interrompre les pourparlers d'Istanbul, en affirmant publiquement qu'ils ne négocieront qu'après avoir obtenu des victoires militaires. Une stratégie encouragée par les États-Unis, mais qui a placé l'Europe dans une position encore plus vulnérable. Aujourd'hui, il est clair que les Européens n'ont plus aucun contrôle sur le dossier ukrainien. Ils ne sont que des exécutants des politiques dictées depuis Washington. Cette perte de souveraineté européenne n'est pas seulement un problème politique ou diplomatique, elle a des répercussions directes sur les citoyens. La flambée des prix de l'énergie, les pénuries, et l'inflation galopante en sont des preuves.
Et tout cela pour une guerre qui aurait pu être évitée ou du moins limitée si l'Europe avait joué un rôle plus constructif dès le départ. Mais encore une fois, comme le dit Poutine, l'Europe s'est elle-même exclue du jeu. Les États-Unis, eux, poursuivent leurs intérêts, tandis que l'Europe subit les conséquences de ses choix stratégiques mal avisés. Enfin, il est important de noter que cette dynamique ne sert personne, sauf peut-être Washington, qui renforce sa domination économique et politique sur l'Occident. L'Europe, au contraire, s'affaiblit chaque jour un peu plus, tant sur le plan économique que diplomatique. Il est temps que les Européens prennent conscience de cette réalité et qu'ils se demandent s'ils veulent continuer à être des suiveurs ou s'ils veulent enfin retrouver leur indépendance stratégique. Ce discours de Poutine n'est pas seulement une critique, c'est aussi un avertissement. Tant que l'Europe continuera à ignorer sa responsabilité dans ce conflit, elle ne pourra jamais espérer jouer un rôle clé dans sa résolution. La vraie question est donc de savoir si les dirigeants européens auront le courage de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard.